C'est parti. Bonjour Twitch et puis bienvenue pour cette nouvelle interview menée conjointement par Le Pluraliste et Le Dranche dans le cadre de l'élection présidentielle dans laquelle nous accueillons autant de candidats que possible. Pour Le Pluraliste, donner la parole à des mouvements politiques peu ou pas médiatisés, c'est notre raison d'être et c'est dans ce cadre-là qu'on s'engage à recevoir autant de candidats que possible. Antoine, tu veux dire un mot pour... Non, mais dire comme la dernière fois qu'on est très content de faire ça avec Le Pluraliste. On est très content aujourd'hui de recevoir Fabrice Grimal. L'enjeu pour nous, comme toujours, c'est d'éclairer nos lecteurs et nos auditeurs. Là, il y a un sujet d'enjeu qui arrive en 2022, c'est l'élection présidentielle. Et donc là, l'enjeu pour nous, c'est pas d'éclairer sur un sujet d'actualité en particulier, c'est d'éclairer sur cette grosse échéance en vous présentant tous les candidats et en essayant de creuser au maximum leur programme pour vous aider à faire un choix et pas à voter par défaut en avril 2022. Donc on est très content de faire ça, c'est notre deuxième épisode aujourd'hui et je vous propose du coup de découvrir tout de suite notre invité. Fabrice Grimal, donc bonjour. Bonjour. Vous vous présentez pour un mouvement qui s'appelle la Concorde citoyenne 2022. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est né ce mouvement, dans quel contexte ? Alors, dans un contexte de mouvements sociaux très 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 fort depuis 3 ans, c'est issu de rencontres, c'est issu du hasard de la rue, c'est issu des tentatives de structuration des Gilets jaunes, qui ont démarré un peu avant l'été 2019, qu'on menait entre autres, parce qu'il y a eu plein de projets différents, de plein de groupes différents, mais le groupe auquel j'appartenais s'est retrouvé à créer un contre-gouvernement populaire. Donc on a désigné des contre-ministres et on a tiré au sort 500 personnes pour garnir des comités citoyens qui devaient réaliser un programme, des rapports, des propositions concrètes pour montrer que les Gilets jaunes étaient déjà la vraie opposition de ce pays et que, à ce titre, elle était en droit de créer son contre-gouvernement, comme en Angleterre. Et surtout de montrer qu'on était capable de discuter avec des experts, de créer notre propre programme, entre citoyens, puisque y a plein de types de citoyens, tout le monde travaille dans des domaines différents et expert de son domaine. Et quand les gens se réunissent pour en table ronde pour savoir ce qui est bon pour eux, ils arrivent à le trouver assez vite. Donc ça s'appelle le Gouv. Et au fur et à mesure des pérégrinations du Gouv, on a été contacté par des gens qui souhaitaient réunir plusieurs groupes qui avaient dans le même esprit créé des programmes concrets sur base citoyenne, dans l'objectif de faire un programme commun. Donc on a appelé le programme des programmes. Alors il y avait des groupes très différents. Il y avait des groupes, on va dire, plutôt de gauche, plutôt de droite, parce que les Gilets jaunes, ça abritait vraiment de tout. Il y avait des groupes qui n'étaient pas issus non plus des Gilets jaunes. Il y a même un petit parti, Solidarité et Progrès, qui nous a aidés sur la partie banque, finance, internationale. Donc parti qui était incarné, disons, par Jacques Cheminade. Voilà. Et donc on a bossé pendant plusieurs mois pour élaborer ce programme. On en est très très fiers parce qu'il est complet, il brosse à peu près tous les domaines, il est chiffré, il est précis, il est conforme aux aspirations populaires, aux 42 premières propositions des Gilets jaunes, aux 59 premières revendications du vrai débat, enfin à tout ce qui était sérieusement sorti des mouvements sociaux de ces dernières années. Donc des revendications à la fois démocratiques, de pouvoir d'achat, de justice sociale. Et donc on s'est demandé si ce programme pourrait être confié à quelqu'un déjà connu, de crédible dans la sphère politique ou dans la sphère citoyenne, quelqu'un qui serait en accord avec nos idéaux donc de justice sociale, de justice fiscale, de souveraineté du peuple, c'est-à-dire de démocratie réelle, et d'indépendance de la nation. Et il se trouve qu'il n'y en avait pas, on n'a pas trouvé, ni parmi les figures les plus connues, on va dire, des Gilets jaunes, ni parmi le personnel politique qu'on connaît bien et dont on sait qu'il n'y a pas grand-chose à espérer. Vous avez proposé de prendre en charge l'incarnation du parti ? Moi, j'ai rien proposé du tout. Non, pardon, quand je dis vous, c'est les mouvements qui se rassemblaient. Vous avez démarché des gens qui vous ont dit non ? Non, on a regardé la liste des gens disponibles, déclarés. On s'est dit, soit ils sont efficaces, mais ils n'ont pas du tout nos idées, donc ça ne sert à rien. Soit il y a à peu près personne de disponible. Donc on va désigner en interne, et donc chaque groupe a fait une élection sans candidat pour désigner son champion, entre guillemets. Et ceux qui ont été désignés par chaque groupe se sont retrouvés.
Et ils se sont désistés en ma faveur. Donc je me suis retrouvé... donc moi j'avais été désigné par le GOUV. Et donc me voilà depuis juin candidat à l'élection présidentielle pour la Concorde citoyenne et le programme des programmes. Alors justement, en préparant l'interview, on s'est posé une question, alors juste pour revenir à ce que vous disiez. Est-ce que vous avez été capable de définir une sorte de positionnement politique ou pas du tout? Ou au contraire, justement, vous ne voulez pas en avoir? Quand vous avez justement regardé un petit peu, scruté les programmes des candidats, est-ce que naturellement vous avez été plus à gauche, plus à droite, ou alors c'était transpartisan? Alors c'est très difficile parce que effectivement c'est un projet très clairement transpartisan. Alors je sais que les gens d'extrême gauche détestent l'aspect transpartisan, ils disent si t'es ni de gauche ni de droite, c'est que t'es de droite. C'est une position un tantinet sectaire. Un certain nombre de gens préfèrent voir leur pays crever si c'est pas eux qui le sauvent et eux seuls. Nous, c'est pas notre cas. On pense que de la même manière que Macron a fait le en même temps du pire de la gauche et du pire de la droite, ce qu'on appelait avant l'UMPS et que maintenant on appelle En Marche, il y a un en même temps à faire du meilleur de la gauche et du meilleur de la droite, puisque c'est tout simplement ce que les Français ont au fond d'eux. Finalement, vous avez peut-être 20% de Français qui mourraient pour leur étiquette de gauche ou de droite. Les autres s'en foutent, soyons sérieux. Ce qu'ils veulent avant tout, c'est mieux vivre. C'est des mesures de bon sens aussi. Et ça, c'est pas idéologique. On a un système politique basé sur l'alternance gauche-droite, qui est devenu de plus en plus une fausse alternance, qui part d'un présupposé qu'on est censé accepter un package. Donc vous allez prendre un package gauche dans lequel vous allez avoir des bonnes idées et des mauvaises idées de gauche. Et la même chose à droite. Là, on est dans un état d'urgence, urgence sociale, urgence démocratique tellement grave qu'il faut aller chercher les bonnes idées là où elles sont. C'est tout. Donc, et elles ne sont pas toutes à gauche ou toutes à droite. Ça se saurait. Donc voilà pour le côté marqueur politique. Alors après, il y a une étiquette qu'on peut nous mettre assez facilement, qui est l'étiquette de souverainiste, puisque nous, on souhaite la souveraineté à tous les niveaux. La souveraineté du peuple, c'est-à-dire le pouvoir sur lui-même, des référendums fréquents, et le RIC, les RIC, pour que le peuple soit réellement souverain, et différents dispositifs qui lui donnent vraiment, qui garantissent l'initiative et le dernier mot, sur tous les sujets importants. Souveraineté du peuple, souveraineté sanitaire, on l'a vu avec la crise du Covid, souveraineté alimentaire qu'on vient de perdre, souveraineté énergétique, qui est un problème majeur. En fait, souveraineté tout court, c'est-à-dire l'indépendance de la nation. Nous, on est pour quitter l'Union européenne. Et plein de choses ont fait débat dans nos négociations entre groupes pour faire le programme, mais ça n'a pas fait débat. On était tous pour la sortie. Donc on peut dire de nous qu'on est des souverainistes, même si le mot n'est pas forcément apprécié à sa juste valeur dans tel ou tel cercle de la société, mais bon, il faut faire avec. On va revenir effectivement sur la souveraineté par rapport à l'Union européenne, mais là, dans un premier temps, donc on a parlé des mouvements desquels vous étiez issus, mais vous, personnellement, quel est votre parcours? Politique ou personnel? Personnel, mais politique si... Comment on se retrouve en 2021 candidat investi par un ensemble de mouvements de gilets jaunes qui se sont regroupés pour désigner un candidat commun? Alors, je vais essayer de vous la faire rapide. Je m'intéresse à la politique depuis mon plus jeune âge. Je suis génération Guignol de l'info, Chirac, Jospin, tout ça. Je suis né en 80. Et très vite, je me suis intéressé à ça, avec notamment des parents qui me disaient personne ne détient 100% de la vérité, tu dois trouver une partie de la vérité à gauche, une partie de la vérité à droite. Ce que je trouve est déjà une position relativement sage et que j'ai essayé de m'en inspirer. Mais j'ai jamais appartenu vraiment au sens propre à un parti, j'ai jamais vraiment milité pour un parti. Quand j'étais plus jeune, je m'intéressais à plein de choses et quand j'ai eu l'âge vraiment d'y aller, j'ai répondu à peu près à toutes les invitations. C'est-à-dire dès que je voyais un tract pour quelque chose, une réunion publique, j'y allais. J'allais à des meetings, je suis allé à des meetings de plein de candidats à l'élection présidentielle de gauche, de droite, d'extrême gauche, tout ce que vous voulez. J'ai appartenu aussi à des partis uniquement quand c'était nécessaire pour voir ce qu'il y avait dedans, pour voir comment ça se passait dedans. Donc j'ai eu ma carte à l'UMP, je suis apparu dans une vidéo interne du Parti Socialiste, je suis à des meetings LFI, voilà. Ok, mais c'était pour me renseigner, en fait j'avais mes opinions. Mais je voulais voir que j'étais passionné surtout par tout ce qui est collectif. Moi, j'ai stade de foot, j'adore, concert dans des salles géantes, j'adore, c'est mon truc, moi, le collectif, et voilà.
faut que je sente quelque chose vibrer, qu'on soit tous là en même temps. Mais il n'y a aucun de ces partis qui a réussi à vous faire vibrer. Non, alors intellectuellement si, j'ai appartenu à l'UPR pendant 2 ans, au tout début de la formation de l'UPR, et c'est là que j'ai été convaincu en fait qu'il fallait quitter l'Union Européenne. Okay. Et effectivement, on avait l'impression, en plus on était très très peu au début, moi j'y étais en 2010, on était très très peu, on avait l'impression de faire partie d'une avant-garde, et c'était assez sympa, mais très vite j'ai vu que ça ne mènerait nulle part. Et la suite des événements m'a pas vraiment démenti. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon... Pardon, mais curiosité, très rapidement, pour quelle raison ça vous a paru évident que ça... Parce que c'est le bonhomme. Le bonhomme, quand on fait partie d'une équipe très resserrée autour d'un dirigeant, quand je dis très resserrée, c'est on est une quinzaine en Île-de-France. En théorie, le type vous écoute un minimum. Minimum. Ou au moins, il fait semblant de vous écouter. Au moins. Parce que ça coûte pas cher. Asselineau, jamais. Jamais. Il n'y a pas un fonctionnement très démocratique selon vous au sein de l'UPR? Non. Okay. Je pourrais développer avec les dernières histoires, le dernier dernier changement de bureau national, parce que j'avais des gens à l'intérieur de ça, c'est n'importe quoi ce qui s'est passé là-bas. Mais ça n'enlève rien au côté très très pédagogue de François Asselineau, qui a fait les meilleures conférences possibles pour convaincre les gens de la mécanique interne de l'Union européenne, de démontrer ce qu'il y a sous le capot, comme on dit. Et on lui doit vraiment beaucoup pour ça. Après, est-ce qu'il a la personnalité pour mener un combat vraiment proprement politique? Moi, je ne pense pas. D'accord, non, c'était simplement une... Bon, parenthèse UPR refermée. Et du coup, le mouvement des Gilets jaunes naît? Alors, pas encore. Okay. Je me dis, bon, c'est fini, je passerai plus une seule seconde avec tous ces guignols, parce que, bon, il y en avait beaucoup. Donc, j'ai jamais cherché à me faire élire nulle part. Hein. Jamais été candidat, ni député, ni maire, ni rien de tout ça. Et je me suis dit, bon, de toute façon, ce pays va très 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 mal. Il va exploser complètement. Et je vais écrire un bouquin qui va raconter la prochaine révolution. Et ça s'appelle Vers la Révolution, si la France se soulevait à nouveau. C'est sorti 9 mois avant les Gilets jaunes. Et dedans, je dis que la France périphérique va se soulever. C'est pas Paris, mais c'est la province qui va se soulever pour le pouvoir d'achat et la dépossession démocratique. Enfin, on va dire les inégalités sociales et le pouvoir d'achat. Et de l'autre côté, le manque d'écoute. Donc en gros, ça se résume à 2005, le référendum, la forfaiture de Sarkozy sur le référendum, et 2008, la crise financière, Lehman Brothers, jamais résolue, le marasme économique depuis et les inégalités croissantes. Le mélange des deux, le côté historique, on connaît les Français, on sait qu'ils aiment bien sortir dans la rue, intervalles réguliers, que là ça fait quelque temps, et que tout est en place pour une explosion massive. Dans mon bouquin, je disais, ça va péter là, avant l'élection présidentielle de 2022. Malgré tout, Macron sera réélu, parce que le système est tellement sclérosé que rien ne pourra y faire, même s'il n'a qu'une petite minorité avec lui. Du coup, devant le blocage ultime, parce que Macron, une fois réélu tout puissant, dira, bon, maintenant c'est bon, je peux vendre EDF, je peux vendre toutes les routes nationales. Là, à ce moment-là, ce sera la vraie révolution. Donc, moi, je maintiens ce que j'ai écrit dans ce bouquin. Il n'y a rien qui change. Sauf qu'entre-temps, évidemment, les Gilets jaunes sont arrivés. Je me suis jeté dedans tout naturellement. Et petit à petit, j'ai rencontré du monde. J'ai commencé à rédiger un peu les communiqués des figures du mouvement. Et à essayer, dans l'ombre, d'activer des choses pour organiser un peu, coller des gens ensemble, faire tenir des groupes entre eux, et après démarre ce que je vous ai raconté, le Gouv, puis la Concorde citoyenne. Alors il y a plusieurs questions. Déjà, juste une question d'aider, on nous demande, est-ce que vous pouvez repréciser le nom du livre, s'il vous plaît? Vers la Révolution, et si la France se soulevait à nouveau, mars 2018, édition Jean-Cyril Godefroy. J'en profite pour placer Une année en jaune, mon deuxième livre, qui est mon journal de manifestant. Ça raconte la première année du mouvement. Et vu depuis le milieu du pavé, quoi. Et ça sort là très bientôt aux éditions Perspective Libre. Ok, très bien. Alors c'est marrant, j'ai l'impression que le chat a préparé l'interview avec nous, parce qu'il y a énormément de questions sur la question de l'indépendance nationale, de la souveraineté et la question de l'Europe. Mm-hmm. Donc c'était le premier sujet qu'on peut aborder. C'est un sujet qui apparaît rapidement dans votre programme. Alors, il s'intitule précisément « Reconstruire l'indépendance nationale ».
Et là, on parle il y a pas mal de notions qui sont abordées. Démondialisation, sortie de l'OTAN, et surtout, on en a parlé, la sortie de l'Union européenne. Vous l'avez dit, alors, est-ce que c'est un gros marqueur de votre campagne? Est-ce que le fait de sortir de l'Union européenne, c'est une des priorités selon vous si vous devenez président en 2022? Alors, c'est un gros marqueur, oui et non. En fait, c'est une condition nécessaire. Pas suffisante, mais nécessaire. Par contre, une fois qu'on l'a fait, on n'en parle plus. C'est-à-dire que nous, on ne voit pas l'intérêt de parler de ça en premier ou de ne parler que de ça ou de mettre l'accent là-dessus à tout prix. Et comme certaines personnes de l'UPR, c'est, vous savez, de vous attraper par la gorge et tant que vous n'avez pas dit « Ok, c'est bon, vive le Frexit », ils ne vous lâchent pas. C'est une condition à plein d'autres choses. C'est-à-dire qu'on a des véritables mesures efficaces de justice sociale, de justice fiscale, de souveraineté populaire. Le seul problème, c'est qu'on ne peut pas les appliquer dans le cadre de l'Union européenne, de l'OTAN, du TSCG, de la CJUE, et ainsi de suite. C'est pas possible. On voit avec le cas polonais en ce moment comment ça se passe. Bon. Alors juste pour préciser pour nos auditeurs, il y a un bras de fer qui se noue en ce moment avec la Pologne qui veut faire prévaloir son droit national sur le droit européen. Toute la question est là, c'est la question de fond. Et nous, c'est cette question-là qu'on pose aux Français. Quelle est la loi que vous voulez voir prévaloir? Est-ce que c'est la loi française ou est-ce que c'est la loi européenne? Il y a déjà beaucoup de Français qui pensent que la loi française prévaut. Alors, point de vue purement théorique, la Constitution prévaut sur les traités européens. Jusqu'à la ligne où elle abdique totalement en faveur des traités européens. Voilà. C'est-à-dire que si l'Europe s'amusait à transformer des équilibres constitutionnels en France, elle n'a pas le droit. Par contre, le Conseil constitutionnel français s'est officiellement démis de toute possibilité de contester quoi que ce soit venant de l'Europe qui ne soit pas du domaine purement constitutionnel. C'est-à-dire toutes les politiques sociales, toutes les politiques économiques, fiscales, affaires étrangères, frontières, tout ça, le Conseil constitutionnel français dit noir sur blanc, je ne m'en occuperai pas, je ne saisirai jamais la grande cour, là, jamais. Voilà. Donc au final, dans les faits, oui, c'est bien l'Europe qui décide et il suffit d'écouter les responsables européens qui le disent de manière très explicite, qui le disent depuis 20 ans et qui le répètent chaque jour un peu plus. Donc je pense que là-dessus, il n'y a plus débat, il y a les gens à qui ça plaît, ils disent ok, nous on veut que décider à 27, on veut que ce soit une décision collective. Le problème, c'est qu'on ne décide pas à 27, il y a toujours un 28e qui arrive, ou un parmi les 27 qui est plus fort que les autres. Donc soit c'est Berlin, soit c'est Washington. Mais c'est quasiment plus Paris, c'est jamais Athènes, ça c'est sûr. Donc oui. Vous croyez pas du tout à la possibilité de refonder l'Europe? Pas du tout, c'est impossible. Parce qu'on a vu, il y a plusieurs candidats qui ne militent pas pour la sortie de l'Europe, mais pour la refonte des traités européens. Pour vous, le divorce est consommé, il faut se sortir. Alors écoutez, c'est pas à moi de dire ce que je pense de mes concurrents, mais ceux qui disent ça en tout cas sont des hypocrites ou des menteurs ou les deux. Où ils sont ignorants des textes et ignorants de l'histoire de l'Union européenne, de tout ce qui s'est passé récemment. L'Union européenne, c'est de pire en pire. On pouvait encore faire les malins il y a 25-30 ans. Il y a beaucoup de gens qui restent sur leurs souvenirs d'il y a 15, 20, 25, 30 ans. Ils oublient qu'entre-temps, il y a eu le traité de Lisbonne, ils oublient qu'entre-temps, il y a eu le TSCG, ils oublient qu'entre-temps, il y a eu tout ça. Ça change, il faut mettre à jour ses connaissances. Peut-être le TSCG, vous pouvez expliquer Traité sur la stabilité financière européenne suite à la crise de 2008. En gros, c'est le traité qui dit que notre budget, en fait, doit être validé par l'Union européenne. Et que les GOP, les grandes orientations de politique économique décidées par la Commission, doivent s'appliquer. Alors, on nous dit c'est du soft power, c'est juste des recommandations. C'est pas vrai, quoi, mais les gens se renseignent pas, c'est pas possible. Toutes les préconisations des GOP passent. Soit ça prend 1 an, soit ça prend 2 ans, soit ça prend 3 ans. Ça prend jamais plus. Et c'est tout, et c'est comme ça. Ça, c'est empirique, c'est pas de la théorie. Donc, et à passe parce que c'est un jeu de négociation permanente où si vous voulez conserver encore un peu de ce qu'arrange la France dans la PAC, il faut lâcher sur ça. Et malgré tout, vous allez perdre ce qui vous intéresse dans la PAC. Au bout d'un moment, vous le perdrez. Voilà. Et on l'a déjà perdu d'ailleurs.
Donc c'est pas du tout un jeu à somme nulle, c'est pas du tout un jeu gagnant-gagnant. C'est un jeu où l'euro détruit les économies de l'Europe de l'Ouest et du Sud, où ça fait un système de pompe aspirante où toute l'industrie du continent se retrouve concentrée en Allemagne et dans les pays proches de l'Allemagne qui font du pas cher, même si on écrit Made in Germany dessus. Ça, tout le monde le sait, des prix Nobel l'ont écrit, les gens vous le disent en privé, c'est-à-dire vous discutez avec des banquiers, vous discutez même avec des politiciens, là, et en privé ils vous le disent, c'est vrai. Et en public, plus personne. Un type, je ne veux pas balancer, mais il mérite tellement que je le balance, un certain Nicolas quelque chose, avec un nom composé au double, là, qui en privé dit des horreurs, pour qui est politiquement correct, et vous explique que l'Union Européenne, il faut en sortir, Frexit instantané, toute son équipe autour de lui dit ça, et dès qu'il y a une caméra, terminé. Uniquement par différenciation vis-à-vis de Marine Le Pen. Voilà, c'est uniquement du calcul politique bête et méchant. J'ai la même chose à gauche, évidemment, je ne lâche pas les blases tout de suite, mais on va peut-être les lâcher tout à l'heure. Mais bon, donc il faut cesser l'hypocrisie, nous ne sommes plus souverains. La France est devenue un État vassal d'une espèce de superpuissance germano-américaine. Est-ce que c'était vraiment ça son destin? Moi je ne crois pas. On est un des pays les plus riches du monde, la deuxième puissance maritime. On a les meilleurs ingénieurs du monde. Si nous, on n'est pas capable de s'en sortir tout seul, alors que la Norvège s'en sort tout seul sous prétexte qu'elle extrairait quelques barils de pétrole chaque année et que ça suffit, c'est bon, pour être tout seul, faut arrêter le délire. Donc, on a un plan pour sortir de l'Europe. Peut-être ça intéressera. On va y venir justement, parce que la sortie de l'Europe, ça implique beaucoup de choses. Alors déjà, une question qu'on a envie de poser, c'est une question qu'on a déjà dû souvent vous poser, mais qu'on s'est posé nous-mêmes et qu'on nous a posé. C'est quel accueil vous pensez auraient les marchés financiers d'une annonce comme ça? Alors c'est une question facile, hein, mais qui est revenue très souvent. Vous devenez candidat, vous annoncez un Frexit. Selon vous, quel impact ça a sur les marchés financiers et sur la capacité de la France à se financer notamment? Alors, c'est la deuxième partie de la question qui répond à la première. C'est-à-dire qu'on a peur des marchés financiers quand on n'est pas capable de se financer tout seul. Soit par l'épargne interne des Français, soit par création monétaire, on va dire, saine. C'est-à-dire que la Banque de France puisse, comme elle l'a fait pendant toutes les 30 glorieuses, générer de la monnaie de deux manières, le circuit du trésor pour des investissements productifs et l'escompte du déficit de l'État en fin d'année, qui peut être soit payé rubis sur l'ongle si il n'y a pas d'inflation, ou alors si on a peur d'une inflation, eh ben, ça peut être un prêt à 0% ou après à 1%, mais de la Banque de France, pas des marchés financiers. Donc on peut s'en passer. En fait, la question, c'est pas comment est-ce qu'on ferait pour financer l'économie à terme dans le nouveau système, mais plutôt la phase de transition. Parce que, par exemple, en 2017, quand le scénario un peu de Jean-Luc Mélenchon au deuxième tour commençait à devenir un peu sérieux, le taux auquel la France empruntait de l'argent à 10 ans commençait déjà à augmenter. Bien sûr. Et donc en fait, avant même d'être élu, on peut imaginer que les marchés financiers commenceraient à se tendre sur la question. Alors certes, mais si on récupère notre souveraineté monétaire, à partir de là, on n'a plus besoin des marchés financiers pour financer l'État. Et donc la question ne se pose plus. La question des taux à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans et de leur tension sur le marché, à partir du moment où il y a une concurrence qui existe, et que cette concurrence, c'est la Banque de France qui l'assume, mécaniquement, les taux ne vont pas forcément éclater. La France reste là, on prête à des taux négatifs, parce que les marchés se disent, ok, c'est la France, c'est n'importe quoi, il y a les gilets jaunes dans la rue qui cassent tout pendant un an, mais avec des taux de -1. Vous voyez ? La France était pourtant hyper instable à ce moment-là, on pouvait difficilement faire plus. Bon. Il n'y avait pas d'instabilité. Il n'y avait pas d'instabilité institutionnelle, c'est vrai, mais socialement, c'était n'importe quoi. Bon. Ensuite, la France a été un des pays les moins bien gérés dans la crise sanitaire, un des pays qui a pris le plus cher en termes de décroissance, de récession, et bien pourtant, on continue d'emprunter à des taux négatifs. Donc oui, c'est sûr que ça va pas. Une grosse partie de notre programme risque de ne pas plaire au système financier. Il n'y a pas que cette histoire d'Union européenne, il y a tout le reste, et il y a tout ce que justement la sortie de l'Union européenne va permettre. Alors justement, on voulait y venir, parce que dans votre programme, ça a pour conséquence également de sortir de l'euro, et du coup de revenir au franc. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu là-dessus du coup ? Alors revenir au franc, non, passer au nouveau franc.
Nouveau franc. 1 pour 1. 1 euro égale 1 franc, ça permet d'éviter la valse des étiquettes. Vous savez, le 24,99 € qui devient 13 francs 18 et qui de coup devient 14 francs 99. Voilà, parce que c'est des prix psychologiques. Pour éviter ça, c'est 1 pour 1. Comme ça, la dette des gens, l'épargne des gens, tout c'est 1 pour 1. On garantit évidemment la dette des Français. Nous, on est pour une annulation partielle de la dette de l'État, uniquement celle qui est détenue en propre par la Banque de France et qui n'a strictement rien à voir avec l'épargne des Français. C'est juste une ligne sur le bilan de la banque et c'est quasi totalement virtuel. Donc celle-là, on peut l'annuler en conservant la dette de l'État qui est contenue dans les assurances-vie, les plans épargne-logement, les PEL, les PEA, les livrets A et tout ça. Donc on garantit l'épargne et le franc pourra être dévalué dans une zone de 15-20% qui va redonner de la latitude et de l'air pour nos exportations. Et donc c'est la base, vraiment la toute première étape nécessaire si on veut réindustrialiser le pays, qu'on veut voir revenir des usines dans ce pays. Il n'y a pas d'économie saine sans production. Les seuls pays que vous trouverez dans le monde qui ne sont basés que sur les services, qui n'ont pas de production avec, qui n'ont plus de production avec, c'est soit des micro-États type paradis fiscaux, Singapour et compagnie, soit le Royaume-Uni. Mais le Royaume-Uni, 25% de son PIB, c'est la finance, et il gère la finance de tout le continent, voire même une grosse partie du monde. Donc, ok, avec autant de finances, vous arrivez à tenir. Et encore, parce qu'il y a des coins d'Angleterre qu'il ne vaut mieux pas aller visiter. Donc la richesse, il n'y a de richesse que de production. Il y a bien l'idée quand même à terme de d'évaluer le franc par rapport à l'euro. Bien sûr. Alors l'euro n'existerait plus. Si la France en sort, l'euro éclate dans la minute et tous les pays qui sont dedans en sortent le même week-end que nous. Donc, ok, ça c'est un effet collatéral que vous souhaitez d'une certaine manière, enfin l'explosion de la zone euro ? Oui. Ah bah bien sûr, tout grec, tout espagnol, tout italien, tout portugais doit souhaiter l'explosion de la zone euro. Les Grecs qui ont voté oui, enfin plutôt qui ont voté non au, comment on appelle ça, au truc de la Troïka là, en Grèce, là, le mémorandum de la Troïka, les Grecs ont voté non, leur non voulait dire sortie de l'euro. C'était écrit noir sur blanc, dans les débats c'était clair, il n'y avait pas d'autre solution, quoi. C'était sortie de l'euro, retour à la drachme. Donc c'était le vote souverain des Grecs. Et Tsipras s'est assis dessus parce que Trichet à l'époque a menacé de lui couper les vivres. Ça s'appelle l'ELA, c'est l'aide d'urgence de la Banque Centrale Européenne qui donne des fonds aux banques centrales nationales en cas de problème. Il a dit, nous on ne te donnera rien. Et donc la solution c'était de sortir de l'euro, récupérer la drachme, faire fabriquer des drachmes, et puis on n'en parlait plus. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi ? Parce qu'il avait peur, il a sûrement été menacé, et en plus il était très corrompu. Donc c'est pour ça que quand Mélenchon dit moi... Vous basez sur quoi, pour dire très corrompu ? Les articles de l'époque, on retrouvait les comptes en Suisse de membres de sa famille, de membres de son parti. D'accord. Voilà, c'est simple. Hein. Donc quand Mélenchon disait je suis le Tsipras français, vas-y mon gars, tu trahis un référendum. c'est ça que tu veux faire vraiment. Donc bon, tout ça n'est pas très sérieux. Donc oui, le retour à l'euro, le retour aux francs, c'est vraiment le condition sine qua non de faire une politique économique, tout simplement. Il n'y en a pas d'autre. Tant qu'on n'est pas maître de notre taux d'intérêt, tant qu'on n'est pas maître de notre taux de change, tant qu'on n'est pas maître de l'émission de notre monnaie, de notre taux d'inflation domestique, tant qu'on n'est pas maître de ça, on n'est maître de rien en fait. On en revient à la question de la souveraineté finalement. Souveraineté monétaire, économique, monétaire. C'est clair. Et il y a une autre conséquence également que vous évoquez dans le programme, c'est la question de la Bourse de Paris. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette question de régulation de la finance et notamment de la Bourse de Paris ? Alors la Bourse de Paris a été totalement dérégulée par les socialistes, donc influence Fabius, Bérégovoy et compagnie, Jean-Yves Abraire, toute cette clique là qui avait trempé dans les magouilles du Crédit Lyonnais. C'est eux qui ont dérégulé la bourse en 92. Leur objectif était de faire de la place de Paris une deuxième city. Socialiste. Hein. Ils ont échoué lamentablement, puisque évidemment ça ne tient pas qu'à ça. Mais bon, au passage, ils ont libéralisé totalement la bourse. Avant, il y avait un contrôle des capitaux, avant, il y avait des limites, avant, il y avait plein de choses qu'ils ont totalement abolies. Donc cette bourse de Paris totalement libre et non faussée
s'est retrouvé vendu à la bourse anglaise. Fusionné, on dit, mais bon, pas... hein, voilà. Donc vendu à la bourse anglaise dans un machin qu'on appelle Euronext. Alors, il y a euro dessus, ça fait bien, puis il y avait Francfort avec. Et on se disait, non mais ça au moins c'est bien parce que c'est européen, c'est les 3 plus grosses places financières de l'Europe qui sont ensemble, comme ça c'est solide, ça peut concurrencer la City. Que nenni. Donc il n'y a jamais d'apprentissage, c'est-à-dire qu'on ne va jamais chercher les gens qui ont dit ces conneries-là, ces salades-là, pour les mettre au pied du mur, leur mettre la tête dans un pilori et dire, les enfants vont vous jeter des œufs pour l'ensemble de vos mensonges pendant des années, qu'on peut vérifier noir sur blanc. Donc cet Euronext-là merveilleux a été vendu à une boîte qui s'appelle ICE, qui est au Delaware, donc un État paradis fiscal américain. Et ICE a introduit la bourse en bourse à New York. Donc vous pouvez acheter des actions de la bourse. Donc voilà où on en est là maintenant tout de suite. Donc c'est un acte de souveraineté d'avoir une bourse à Paris. Si celle qui est à New York veut y rester, elle se restera la bourse de rien du tout en fait, puisqu'on coupera les tuyaux et on recréera une bourse ici, ou sinon on la saisira. Voilà, parce qu'aujourd'hui, elle est totalement dématérialisée. Il n'y a plus rien dans le Palais Brognard. Il a été vendu à GL Event et dedans, il y a des séminaires d'entreprise qui s'organisent. Je sais, c'est mon métier. Donc, elle est dématérialisée. Il y a des hubs, des data centers un peu partout. Et puis, elle est surtout c'est un peu comme un esprit, un peu un fantôme qui serait présent un peu partout, qui entrait les salles de marché de toutes les banques, en fait, qui, connectées entre elles, donnent la Bourse de Paris. Mais il n'y a plus de building, il n'y a plus rien. Donc, il n'y a plus que des règles qui n'existent pas, parce qu'il n'y a quasiment plus de règles. Et il y a l'AMF qui n'a pas un sou pour travailler. C'est-à-dire, sans vouloir caricaturer, ils sont sous MS-DOS, alors que les autres ont des ordinateurs quantiques. Donc, à un moment donné, on ne veut pas leur donner les moyens d'aller réguler la bourse. Donc, tout ça doit être national. Et donc, pour ça, c'est saisi, quoi. Saisi. Alors, juste pour les auditeurs, l'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers, qui est un peu la police des marchés financiers en France. Sauf qu'ils n'ont pas les moyens de leurs ambitions. Quand vous êtes premier de votre promo, on vous fait un pont d'or chez Goldman Sachs. Et puis ne finissent à l'AMF que ceux qui ont vraiment la conviction chevillée au corps de vouloir sauver la patrie, sauf qu'on ne leur donne pas les moyens de le faire, informatique, personnel. Et puis les derniers de la classe, ceux qui n'ont pas été pris par Goldman Sachs. C'est pas leur faire offense ou injure de dire ça, hélas c'est vrai. Et moi j'ai fait une grande école de commerce, donc j'ai des copains dans les grandes banques et des copains à la Banque de France ou à l'AMF. Et les uns me disent « Oh là là, quand le régulateur arrive, oh là là, on sue, c'est chaud. Vraiment, nous, on fait très attention. » Ça, c'est mes copains de banque. Et puis mes copains de la Banque de France, eux, me disent « Ils nous noient dans leur jargon, ils nous jettent dans des data rooms où il y a trop de trucs à lire, c'est pas possible. On comprend rien, on n'a pas assez de temps pour les auditer, on peut rien faire, ils jouent pas le jeu. » Voilà. Donc tout ça doit changer. Ok. On revient encore une fois à la question de la souveraineté qui est centrale du coup dans vos propos. On va peut-être faire une transition sur un autre sujet vraiment important de votre programme. C'est la démocratie. Enfin, vous avez mis en avant le fait que vous vouliez vraiment venir à une démocratie réelle. Donc, c'est une grosse revendication des Gilets jaunes. Dans votre programme, il y a la volonté de, vous en avez parlé, mettre en place le RIC sous toutes ses formes. Vous pouvez expliquer en quoi ça consiste et comment ça s'appliquerait Donc le référendum d'initiative citoyenne, et effectivement qui peut prendre plusieurs formes. C'est ça. Alors, déjà expliquer un peu la philosophie générale de tout ça, c'est un peu d'en revenir à ce qui fonctionnait dans l'esprit d'origine de la 5e. Parce qu'il y en a qui nous disent on veut la 6e République, d'autres qui disent on n'est pas mélenchoniste donc on veut la 7e République, bientôt la 8e. On est déjà à la 9e en vrai. Il y a eu tellement de modifications, ça ne ressemble plus à rien. En tout cas, ça ne ressemble plus à la Constitution de 58 modifiée en 62. Dans cet esprit de départ, il y avait... on parle toujours de 3 pouvoirs, exécutif, législatif, judiciaire. Dans les faits, le judiciaire ne règne pas, donc dans l'esprit de Gaulle, il y avait 3 pouvoirs, exécutif, législatif, populaire. On ne parlait pas de RIC à l'époque, donc lui faisait des référendums fréquents pour valider des choses importantes, par-dessus les partis politiques et un certain esprit parlementaire, parfois assez délétère, qui empêchait de faire avancer des choses importantes. Par contre, c'était toujours à son initiative à lui. Alors, on est bien d'accord, c'est l'initiative du président qui
propose au peuple de trancher sur des désaccords politiques qui se jouent au niveau de l'exécutif. Ou alors sur sa propre légitimité à lui. Exactement. Alors, il la mettait en jeu directement dans chaque référendum. Et c'est ça. Bon. Donc, il y avait vraiment un triptyque président, parlement, peuple, où le peuple élisait le président, élisait le parlement et pouvait se faire consulter directement par le président par-dessus le parlement. Comme ça, on avait vraiment toutes les combinaisons possibles. Et le peuple était au centre, en quelque sorte. On a évidemment perdu ça. Et c'est pour ça que les Français disent, puisque les politiques sont plus capables de le faire, nous, au moins, on peut le faire nous-mêmes. Voilà. Et c'est l'idée de la concorde citoyenne. Il n'y a aucun élu là-dedans. C'est des citoyens qui, eux-mêmes, décident le programme qui est bon pour eux, et eux-mêmes décident d'envoyer quelqu'un. Alors évidemment, je ne suis pas représentant de tous les citoyens, sinon l'élection sera déjà pliée. Mais voilà, on a décidé de se prendre en main. Et le RIC est le symbole de ça. C'est une demande qui est arrivée très vite dans les Gilets jaunes. C'est de dire, ok, le président, il peut avoir le pouvoir de faire un référendum. En l'occurrence, ils n'en font pas, ils n'en font plus, parce que quand ils les perdent, ils sont obligés de s'asseoir dessus. Mais il y a tellement de blocages dans ce pays que le peuple doit pouvoir débloquer ce qu'il veut quand il veut lui-même tout seul, à sa propre initiative. Ce qui est une mesure de bon sens, hein, honnêtement. Et il y a plein de RIC dans plein de pays du monde, y compris les États-Unis, et généralement des pays qui fonctionnent assez bien. Là, tout le monde pense à la Suisse aussi, bon. Donc, nous, en tant que Gilets jaunes, on a cette revendication chevillée au corps, et donc on a voulu, évidemment, la mettre dans le programme, sous 5 formes différentes. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers du RIC, il y a le RIC constituant, qui permet au peuple de poser une question relative à l'écriture de la Constitution ou à la modification de la Constitution. Au passage, ça me permet de préciser que, dans notre programme, on souhaite que tous les traités internationaux soient validés par référendum, et que toute modification de la Constitution se fasse soit par RIC, soit par référendum, mais qu'on ne puisse plus convoquer le Congrès pour modifier la Constitution par derrière. Alors, juste préciser pour les auditeurs, c'est qu'aujourd'hui, pour changer la Constitution, il faut réunir en Congrès le Parlement et le Sénat. Donc en Congrès, et que les 2 tiers valident le changement constitutionnel. C'est ça, et c'est comme ça qu'ils ont validé le traité de Lisbonne, dans le dos des Français qui avaient voté non. Cette procédure qui est définie par l'alinéa 3 de l'article 89, doit disparaître pour qu'il y ait uniquement le peuple décisionnaire de sa propre constitution, soit par référendum, soit par RIC constituant. Ensuite, on a le RIC législatif. Le RIC législatif, il propose une loi. Il dit voilà, il y a un vide juridique là-dessus, remplissons-le, je propose cette loi-là. Ou il y a déjà une loi qui parle de ça, mais elle n'est pas optimale, ou elle oublie des choses, voilà, donc voilà les modifications que nous on propose. Et si les Français votent, pas de débat. Donc pour être clair, est-ce que vous leur permettez alors, non seulement de faire des amendements, c'est ce qu'on comprend, à des propositions ou des projets de loi existants, mais aussi carrément d'être à l'initiative d'une proposition de loi. Alors après, la question se pose quand les sous rentrent en jeu. C'est-à-dire, alors on va me dire toute loi coûte des sous, ok, mais il y a des lois qui mettent en place des impôts ou qui suppriment des impôts. Donc là, il faut qu'en face, il y ait quelque chose qui équilibre. On ne peut pas juste dire j'annule la CSG. En l'occurrence, nous, dans notre programme, on abolit la CSG et la CRDS. C'est 10% en plus pour tout le monde. On reviendra à la question. On reviendra là-dessus. Mais si, comme ça, out of nowhere, il y a un RIC qui débarquait, on abolit la CSG et la CRDS, les amis, il y a 140 milliards à trouver. Okay, donc. Ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval, ça ne se trouve pas par RIC. Hein. Donc c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, il y a quand même des garde-fous à mettre, parce que la France n'est pas la Suisse. Parce que la France n'est pas un pays balte ou n'est pas un pays scandinave. Où il y a une espèce d'homogénéité historique, ils sont peu nombreux, regroupés sur un espace relativement riche en matières premières et voilà. Non, la configuration est différente. La France, c'est un pays bordélique où des factions s'opposent, où il y a des clans, où les gens se détestent. Donc c'est un peu plus compliqué. Peut-être par cet apprentissage progressif de la démocratie, on va arriver à être un pays apaisé, mais à mon avis, c'est pas demain la veille. Donc il y a des petits garde-fous à mettre. Il y a le RIC abrogatoire aussi. Alors le RIC abrogatoire, c'est cette loi ne nous plaît pas, on l'abolit. Par exemple, la loi sécurité globale, qui a été votée à la rentrée dernière, qui dit que c'est n'importe quoi, maintenant on ne peut plus manifester, les journalistes demandent l'accord du préfet pour aller à une manifestation. Je sais, j'en ai organisé une en Normandie, et une réunion publique, et la préfète a fait valoir ça pour interdire aux journalistes de venir à ma rencontre. Du coup, ils sont venus à ma rencontre avant, sur un marché où on avait pris rendez-vous pour faire semblant de se rencontrer au hasard. Tout ce que je vous raconte là est vrai. Hein. C'est une aberration. C'est la France en 2021.
Donc, mettons que les Français détestent la loi sécurité globale, ce que je pense est le cas. Mais ils ont qu'à lancer un RIC abrogatoire, à voter, 1 million de signatures, terminé. Enfin, 1 million de signatures pour lancer le RIC. Ils votent, majorité pour abolir cette loi, la loi est abolie, le jour même, terminé, on n'en parle plus. C'est simple, on n'a pas à attendre que le prochain, avec son package à lui, est-ce que dans son package il abolira la loi de sécurité globale? Peut-être, peut-être pas. Bon, et puis s'il ne le fait pas, on va rester avec ce truc. Puis le gars, une fois au pouvoir, va se dire, mais j'ai intérêt moi à avoir cette loi en fait. Avant, j'étais un défenseur des libertés publiques, mais maintenant que je suis au pouvoir, dites donc, elle est quand même vachement utile cette loi, je crois que je vais la garder. Donc c'est là que le peuple arrive et dit RIC abrogatoire, on n'en parle plus. Et il y a le RIC révocatoire. Donc le RIC révocatoire, c'est pour un élu qui ne ferait pas son travail, ou qui aurait des casseroles énormes, où la justice s'en soucierait pas trop, parce que voilà. À ce moment-là, on peut révoquer directement l'élu. Alors, nous, on ne veut pas créer une chasse aux sorcières, et surtout, on réduit drastiquement le nombre d'élus. On abolit les régions, donc il n'y a plus d'élus régionaux, on remplace les élus départementaux par un tirage au sort de maires du département et de citoyens. On réduit le nombre de députés, on en tire une partie à la proportionnelle, et on réduit le nombre de sénateurs. Pour quelle raison ça vous semble nécessaire de réduire le nombre de députés et de sénateurs? Parce que là, ils votent, visiblement, l'Assemblée nationale fonctionne bien à 42. Toutes les dernières lois hyper importantes sur les libertés publiques et autres choses très importantes ont été votées à 42. Donc nous, on en garde 450, hein. C'est 10 fois plus. Mais là, c'est un petit peu... Donc il faut rembourser 10 fois plus que ça. En fait, vous avez justement publié un article dans le Dranche sur le récemment. C'est parfois vrai. Il faut faire attention au processus législatif. Il y a parfois des votes en première lecture, qui sont des votes issus des commissions. Donc c'est des députés qui se réunissent à 40 ou 50, où l'enjeu de première lecture n'est pas déterminant. Et c'est pour ça que souvent on voit l'hémicycle un peu clairsemé, c'est parce que c'est un vote en première lecture. Là où ça peut être choquant, ou là où on revient à ce que vous dites, c'est plutôt s'il y a un vote définitif de l'Assemblée. Mais c'est pour ça que ça explique les images qu'on voit souvent. Il y a eu des votes définitifs à 70. Ouais, voilà, mais juste pour nos auditeurs, pour préciser que l'Assemblée clairsemée n'est pas forcément synonyme d'abandon un peu de la situation. Ça c'est vrai, et on ne peut pas leur en vouloir d'être en circonscription, au contact de leurs électeurs, ou en commission. Alors, en première lecture d'ailleurs. Justement, on en met 450 au lieu de 577, ça va, il en reste. Bon. C'est vrai qu'ils ont un gros travail à faire, notamment en commission. Mais nous, on propose, on veut utiliser le tirage au sort dans ce qu'il a de meilleur, c'est-à-dire sa fonction de contrôle. Donc on crée des commissions citoyennes tirées au sort sur liste d'aptitude du domaine en question, défense, santé, travail, commission permanente. Voilà. Il y a 7 ou 8 commissions permanentes. Commission parlementaire, commission sénatoriale, et dans les cabinets des ministres. Donc par exemple, vous avez une loi type Covid, qui est en train d'être conçue dans le bureau du ministre, dans son cabinet, et ben à côté vous avez une pièce remplie de 20 personnes tirées au sort sur liste d'aptitude, donc des infirmières, des chirurgiens, des brancardiers, des infirmières libérales, anesthésistes, des parties prenantes du domaine concerné. Voilà, tirés au sort, renouvelés tous les ans, qui sont sur place pour donner leur avis et pour contrôler, voir tout ce qui se passe. Donc le lobbying in situ, ce sera du lobbying citoyen. Par contre, si c'est le défilé des types en cravaté avec leurs petits attachés-caisses qui viennent faire du lobbying dans le bureau du ministre, ce sera sous les yeux des citoyens. Et alors, j'en profite, je vous interromps, je m'excuse, mais il y a une question qui revient. Alors, notamment, il y a El Famoso, ta maman, qui pose la question. C'est est-ce que c'est pas le prendre le risque, alors avec ces RIC et ces contrôles un peu citoyens finalement des institutions, de créer alors soit une forme d'instabilité gouvernementale ou une forme d'inertie gouvernementale, c'est-à-dire que la décision prenne plus de temps ou qu'il y ait plus de pivots ou de changements de décision, qu'il y ait moins de linéarité en tout cas dans l'action gouvernementale. Alors déjà, Viviane Reding, commissaire européen, a dit que 80% de nos lois, donc 80% du travail de l'Assemblée, provenaient de transpositions de directives européennes. Il faut quand même comprendre qu'on va amputer l'Assemblée de 80% de son travail à ce compte-là. Donc ça va, ils vont avoir du temps pour travailler. Il y a plein de choses à faire dans ce pays, le programme est très riche et on a prévu de tout mettre en place. C'est pas tant sur la disponibilité des parlementaires, mais plutôt sur le processus législatif. Alors, s'ils ont peur du peuple, ils vont prendre moins de risques, ils vont aller moins vite parce qu'il y aura plus de validation populaire. Moi, je pense pas. Je pense que le peuple aime la réactivité, il aime quand ça va vite, il aime quand les dirigeants prennent des décisions rapides, à condition que ce soit des décisions justes. Et il y a plein de cas, au contraire, où le ministre sera pressé par son comité citoyen, sa commission citoyenne, qui lui dira hey, il y a une réalité là.
Là, il faut le faire, il faut changer ça tout de suite. Nous, on le sait tous dans la commission, on est tous d'accord pour dire que c'est une réalité qui n'est pas prise en compte. Prends-la en compte maintenant. Et on sera là demain, on sera là après-demain, on sera là jusqu'à vendredi 19h, on revient lundi matin. Donc, tant que tu le fais pas, on va t'en parler. Mais ça pose quand même un problème de légitimité. Alors, par rapport à ces comités citoyens, j'ai plusieurs choses qui me viennent en tête. C'est déjà 1 an. Pour le renouvellement automatique, ça paraît relativement court. Compte tenu de la complexité des situations, imaginez que des citoyens qui arrivent dans un ministère pour donner leur avis sur des décisions de ministres, j'imagine quand même difficilement que du jour au lendemain, ou même qu'en 1 mois ou en 2, ils aient suffisamment de connaissances du fonctionnement de l'État pour se prononcer de manière pertinente sur des décisions et des projets de loi. Le fonctionnement de l'État, c'est la tuyauterie, ça c'est le travail des énarques. En théorie, ils auraient dû se cantonner à ce travail-là, c'est-à-dire un politique leur donne une décision et eux la transposent en droit public et en mécano institutionnel. Alors attends, pour faire avancer ce truc, je dois appuyer sur tel bouton, c'est un tel dans tel service qui gère ça vis-à-vis d'un machin, ok, est-ce que c'est pratique, oui, non, on va recommencer. Ça, c'est le boulot des énarques. Ils sont formés pour ça, et l'ENA est une excellente école pour ça. Ces gens connaissent les arcanes de l'administration par cœur. Le problème, c'est qu'on en a fait des ministres, des premiers ministres et des présidents de la République. C'est là que ça a commencé à déconner. Mais ces gens-là, ils sont là, ils existent, ils travaillent pour l'État, et ils connaissent la tuyauterie. Le but des commissions citoyennes, c'est d'avoir immédiatement du lobbying citoyen in situ, par des gens qui ne sont pas sortis nulle part. Effectivement, s'ils n'étaient pas sur liste d'aptitude, si par exemple moi, que j'ai jamais mis les pieds à l'hôpital, ni en tant que malade, ni en tant que professionnel, à part pour la naissance de ma fille, j'étais demain dans une commission de la santé, du ministère de la Santé. Bon, déjà, je serais payé pour faire que ça toute la journée, donc je pourrais quand même compulser tous les trucs. Bon, mais c'est vrai que je mettrais au moins 3 mois, 6 mois à comprendre ce qui se passe autour de moi, ce qui est le lot de tous les ministres aussi, de 3 mois, 6 mois à comprendre ce qui se passe autour d'eux. Donc, eux, c'est ok, nous, moins. Bon, donc, ok, j'y passerai du temps et j'essaierai de comprendre ce qui se passe. Mais n'étant pas professionnel du domaine, il y a plein de jargons que je ne connaîtrais pas, il y a plein de procédures que je ne connaîtrais pas. Peut-être j'apporterai un œil neuf, du coup, mais effectivement, ce ne serait pas très efficace. C'est pour ça qu'on fait des listes d'aptitudes. Et en plus, si j'étais pas un spécialiste de la santé, mais dans une commission santé, les experts du cabinet me diraient viens par là, petit, je vais t'expliquer, et puis ils m'expliqueraient ce qui les arrange. Et moi, je serais suspendu à leurs lèvres. Ah bah oui, vous savez de quoi vous parlez. Mais en attendant, ils m'expliqueraient que ce qui les arrange. Donc, en ramenant des gens du métier, les gens du métier, ils se la laisseront pas compter comme ça. Ils diront, attends, t'es gentil, ça fait 35 ans que je bosse à l'hôpital, tes histoires, là, je connais, c'est pas vrai. Donc, maintenant, dis-moi la vérité, puis on pourra discuter vraiment. Et comme il y aura des... C'est le sort. Donc, il y aura des retraités, des jeunes, des femmes, des hommes, des chirurgiens à 10 000 balles par mois, des gens qui viennent d'arriver dans un service. En fait, voilà, c'est ça. Mais on ne leur donne pas un pouvoir exécutif. Ce n'est pas eux qui vont écrire les lois. Eux, ils vont être au-dessus de l'épaule du ministre, et si jamais ils voient des choses qui sont du ressort de la malversation, de la malhonnêteté, de l'hypocrisie, de tout ça, ils auront le pouvoir de le signaler. Ce sera autant de lanceurs d'alerte à domicile. Alors ouais, ça va terroriser quelques-uns des ministres. Ceux qui sont incompétents ne voudront pas que ça se voit trop. Vous savez, ceux qui étaient à l'agriculture, puis à la culture, puis à la santé, puis à la défense, puis aux affaires étrangères, puis en fait, ils sont compétents nulle part s'ils sont compétents partout. Donc, ils ne veulent pas que ça se voit trop. Donc, à la télé, ça va, ils préparent et tout, c'est bien. Mais au quotidien, ça éclatera. De toute façon, comme on va être un pays qui va retrouver sa souveraineté, on va pouvoir retrouver des vrais politiques. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien à faire, n'importe qui peut être ministre. Il suffit de prendre ce que Viviane Reding dit. Qu'est-ce que l'Union européenne dit sur mon domaine? Elle dit ça. De toute façon, le Parlement est déjà en train de le transposer. Je vais mettre mon nom sur une loi qui raconte plus ou moins la même chose. Tout le monde sera content comme ça. Est-ce qu'on a fait le tour des différentes formes J'en profite, c'est une question assez personnelle, mais du coup, vous ne reprenez pas à votre compte une proposition qu'on a vu émerger aussi, c'est carrément de faire par exemple un Sénat citoyen, c'est-à-dire une chambre parlementaire constituée de citoyens tirés au sort, qui viendraient un peu
assurer ce contrôle finalement citoyen, Mhm. mais de manière beaucoup plus institutionnalisée avec des Non. citoyens qui deviennent partie prenante des Il y a eu institutions. beaucoup de recherches sur le tirage au sort et j'incite les gens à aller lire les bouquins de Manin, de Van Reybrouck, enfin bon, je les ai pas tous en tête là, mais il y en a un certain nombre. Il y a Yves Saint-Omer et il y a Jacques Testard. Donc sur le tirage au sort à travers les âges et notamment à des époques assez récentes. Et notamment le travail que Jacques Testard a fait sur le tirage au sort pour des comités citoyens dans le domaine de la bioéthique. Donc il a fait des expériences comme ça, il a testé, il s'est aperçu qu'il y avait des conditions à remplir pour que ça se passe bien et pour que arrive ce qu'il appelle l'humanitude, c'est-à-dire ce moment où on est prêt à voter contre son propre intérêt, parce qu'on a compris quel était l'intérêt collectif, et on est emporté par une espèce d'exaltation de prendre la bonne décision pour le collectif. Il l'a vu empiriquement, donc ça fonctionne, mais il y a des conditions. Les conditions, c'est que n'importe qui dans l'assemblée tirée au sort puisse convoquer n'importe quel expert, qu'une fois qu'on a entendu les premiers experts parler, on mûrit, et ensuite on en rappelle d'autres, on rappelle cela, on continue. Tout ça sur un seul sujet, une seule question. Sinon c'est pas possible, on n'a pas le temps de bien rentrer à fond dans le sujet qu'on est censé travailler, ou la décision qu'on est censé prendre. D'où notre idée, pour ne pas être les esclaves des experts, parce qu'au final c'est comme ça que ça se passe. Et dans la commission citoyenne sur le climat, j'ai cru comprendre que c'était comme ça que ça s'était passé aussi. Les experts avaient une part prépondérante parce qu'on parlait de tout en même temps. Parce que le climat, une fois qu'on a dit le climat, on n'a rien dit, il y a 1 milliard de facteurs. Ça peut être... bon. Et donc ils étaient suspendus aux experts. Pour éviter ça, on éclate cette assemblée citoyenne tirée au sort dans tous les lieux de pouvoir réels, avec des listes d'aptitudes, pour que ce ne soit pas des gens qui débarquent en disant « Ok, moi je ne connais pas du tout le sujet, les experts, expliquez-moi, parce que et 6 mois plus tard, c'est bon, j'ai compris, il me reste 6 mois, je m'en vais. » Non. Le Sénat, il est obligé de parler de tout le temps. Donc, concrètement, aujourd'hui, il va traiter un sujet santé, demain, il va traiter un sujet transport. Dans votre Sénat tiré au sort, vous allez avoir statistiquement 10 personnes spécialistes de la santé, 10 personnes spécialistes du transport. Bien sûr qu'il n'y aurait pas cette notion d'expertise ou de corps. Voilà. Donc, vous êtes dans l'Assemblée, vous ne connaissez rien à la santé, vous avez 10 collègues de l'Assemblée qui, eux, connaissent. Vous allez les voir. Quel est votre avis ? Mais est-ce que les sénateurs d'aujourd'hui sont plus sachants, finalement, que ceux qui seraient tirés ? Les sénateurs d'aujourd'hui sont censés avoir 70 ans, sont censés avoir bourlingué, sont censés avoir été des élus locaux, c'est le principe. Donc, quand on est un élu local, on s'occupe de l'hôpital. Quand on est élu local, on s'occupe de l'école. On est au contact des réalités quotidiennes des citoyens. Et on a des assistants parlementaires, on a des gens qui préparent des fiches en permanence, on a un parti généralement qui bosse, qui a des opinions, quand tout va bien. Hein. Je ne parle pas de la situation actuelle où c'est morne pleine, catastrophe et corruption. Je parle en théorie quand tout va bien. Le fait de mettre des citoyens tirés au sort dans un Sénat qui donnerait son avis sur tout le temps en même temps, ce serait soit le livrer en fait aux experts, ou soit en faire une espèce d'assemblée Potemkin où le reste de la structure étatique ferait tout pour la mettre de côté. Quoi. Ouais, les citoyens c'est bien, on vous amuse, regardez. Voilà. Alors que si on les sélectionne, si on les tire au sort sur liste d'aptitude pour les mettre directement au cœur du pouvoir, là, on a cette véritable fonction de contrôle. Ok. Ouais, on a beaucoup de sujets à aborder, donc on va peut-être basculer sur un autre sujet. D'un point de vue économique, alors une fois sorti de l'Union européenne, vous avez l'idée de remettre en place un système de protectionnisme. Comment ça se passerait concrètement ? Comme pour tous les pays du monde, sauf ceux de l'Union européenne. Alors, c'est simple, il y a une grille avec les produits, et puis en face de chaque catégorie de produits, un taux qui correspondant. Alors, c'est ce qui a existé jusqu'à très peu, en fait. L'Union européenne elle-même a cette grille avec ses catégories de produits et ses taux. Et on va avec ça à l'OMC, si on a envie d'y aller, pour négocier d'un seul coup avec tous les autres pays des gros accords sur le textile, sur l'informatique, sur des choses comme ça.
Alors, comme tout ça ne marche pas vraiment et que l'oligarchie financière, tout ce qui fait la mondialisation, en fait, c'est l'abaissement des frontières douanières, donc la fin des tarifs, comme on dit, plus de taxes sur les produits, ça c'est le rêve des industriels. Circulation totale de tous les produits de la planète sur des porte-containers, le prix d'arrivée égale prix de départ, ça c'est vraiment leur idéal. Ils ont testé ça sur nous. Pendant ce temps-là, vous essayez d'exporter votre fromage ou autre chose à Singapour, on va vous coller 300% de taxes. Aux États-Unis, on va vous coller 50% de taxes. Et nous, on colle 2%, 1%, 0% sur la plupart des choses. Donc, on est les dindons de la farce, ça fait marrer tout le monde. Ça se fait avec l'accord des Allemands qui, eux, sont des exportateurs magnifiques, il faut dire ce qu'il y a. Mais du coup, ils se retrouvent avec une balance commerciale délirante. Nous, qui sommes sur des gammes un peu intermédiaires, on est les dindons de la farce. Et on se retrouve à signer à l'aveugle des traités internationaux comme le TAFTA, le CETA, le JAFTA, qui disent qu'en définitive, il y aura au bout du tunnel plus de taxes sur rien. Du coup, pour être clair, pour que les gens comprennent bien le mécanisme, ça serait appliquer une taxe proportionnelle sur les produits d'importation, quels qu'ils soient. Alors, quels qu'ils soient, oui et non. Le principe de base du protectionnisme qui est le point commun de tous les pays développés. Il n'y a pas un pays développé qui se soit développé ailleurs qu'avec du protectionnisme. Aucun. On va me dire, oui, mais ils sont libre-échangistes, l'Amérique, l'Angleterre. Ils ont fait ce que les économistes appellent retirer l'échelle derrière eux. C'est-à-dire ils se sont développés avec le protectionnisme, et une fois qu'ils étaient devenus les patrons, libre-échange pour tout le monde. Comme ça, le plus gros peut gober les autres. C'est très malin. C'est écrit noir sur blanc, c'est écrit sur le front, mais il n'y a que nous qui ne le voyons pas. Donc oui, le protectionnisme est très 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 important. C'est la condition du développement ou du redéveloppement. En tout cas, c'est la condition de la réindustrialisation du pays. Mais par gamme de produits. S'il y a des médicaments qu'on ne produit pas, mais qu'on a les malades qui vont avec, 0% de taxes. Le protectionnisme, c'est pas bête et méchant. Okay, donc on applique des taxes sur des Bien produits sûr. dont on maîtrise la production nationale. Voilà, si on a une production nationale, par exemple sur les avions de ligne, on peut mettre une taxe pour que Air France n'achète pas Boeing. Bon, Air France n'achètera jamais Boeing. Mais Alors ça, c'est effectivement possible si on sort des traités, puisque les traités aujourd'hui ne le permettent pas, mais c'est possible si on sort des traités. Par contre, la question qu'on doit souvent vous poser quand on aborde cette question-là de principe économique, c'est comment on gère la relation du coup commerciale avec nos partenaires. C'est-à-dire que la caricature qu'on prend souvent, c'est... il va y avoir des représailles. Il va y avoir des représailles, effectivement. Mais c'est nous, les représailles. C'est-à-dire la Chine, la Russie, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud nous taxent déjà nos produits. Et nous, on ne les taxe pas les leurs. C'est nous les représailles. Il faut prendre les choses dans l'ordre. Une mesure équilibrée. Oui, c'est un rééquilibrage. Pur et simple. Alors évidemment, on va me sortir la déclaration de tel officiel chinois ou de tel officiel américain qui dit attention, si vous commencez à mettre des taxes, là le Roquefort ça va plus être 50%, ça va être 500%. Non mais c'est du bluff. C'est du bluff éhonté. Et évidemment, ça passe dans des journaux possédés par des industriels qui ont intérêt à ce qu'il n'y ait aucun tarif. Parce que c'est des trucs de multinationales où moins il y a de taxes, mieux on se porte. Donc, non, le protectionnisme, c'est le salut des peuples. C'est écrit dessus, protection. Et ceux qui dénient ça, dénient au peuple son droit de se protéger lui-même, de protéger lui-même ses industries. Si on veut, en France, avec les meilleurs ingénieurs du monde, faire des semi-conducteurs, faire du hardware, de l'informatique et arrêter que tout se passe en Inde, en Chine et à Taïwan, on a la capacité de le faire. Avec zéro protection, ça risque pas d'arriver. On a la capacité technique, mais on manque quand même de matières premières. On est très dépendant d'une quantité de matériaux. Tout le monde est dépendant. Tout le monde est dépendant des matières premières que nous n'avons pas et nécessaires à nos productions nationales. Mais tout le monde est dépendant des matières premières, à part les Chinois qui les ont. C'est eux qui ont l'essentiel des terres rares. Tout le monde est dépendant d'eux. Nous, comme les Américains.
Enfin, ça, pour le coup, ça se gère, ça se règle en bonne intelligence avec les Chinois. Mais tant Alors, qu'on on a est... vu quand même que les Chinois étaient capables d'exercer une pression assez forte justement sur la régulation de leurs terres rares, hein, à tester même un peu le marché en créant des pénuries et Mhm. pour tester la capacité du marché. On ne peut pas exclure que la Chine ait un poids un levier de négo un peu fort vis-à-vis de nous. Et alors j'ai une autre question qui vient. Alors, juste pour Oui. compléter là-dessus, je ne suis pas en train de dire la France sera seule en permanence. Si les Chinois commencent à mettre la pression sur les terres rares, tous les pays producteurs de hardware et de semi-conducteurs peuvent faire une alliance ponctuelle là-dessus, qui ne s'appellera pas Union européenne. Mais pour le moment, on n'est pas producteurs, nous. Le seul moyen de l'être, c'est déjà de rapatrier tous ceux qui partent à la City, enfin à la Silicon Valley, avec un peu de planification bien comprise, leur offrir les salaires qu'ils méritent. Parce que c'est ça hein, qui les fait partir. C'est pas juste alors il y a le soleil, il y a la belle vie, il y a la hype, mais c'est quand même surtout le salaire. On n'est pas capable de leur proposer des salaires décents ici pour relancer une French Tech qui porterait vraiment son nom, qui ne serait pas juste des applis de téléphone et des choses dans ce genre-là. Alors justement, sur la question du pouvoir d'achat, une question qui revient aussi sur la question de la taxe sur les importations, c'est comment on gère, comment on concilie en fait ces taxes-là avec une maîtrise du pouvoir d'achat des Français. Je prends l'exemple très caricatural du t-shirt typiquement, le t-shirt français qui va coûter probablement plus cher à confectionner en France. Est-ce qu'on ne laisse pas les classes précaires ou les classes moyennes en taxant des produits d'importation peu chers parce qu'ils viennent de pays étrangers? Alors, le t-shirt chinois, parce que c'est votre exemple, coûte moitié moins cher que le t-shirt français, 30 fois moins cher que le t-shirt français, mais il dure aussi 10 fois moins, 20 fois moins longtemps. Ouais. Il est troué au bout de 3 semaines. Et idem pour la plupart des produits high-tech. On parle de fast fashion. En ce moment. Voilà, donc peut-être qu'il faut revenir à du matos mieux construit, plus solide, un peu plus cher, mais qui tient plus longtemps et qui serait éventuellement fabriqué en France. Il y a un facteur aussi à prendre en compte, c'est l'avènement des imprimantes 3D. Il y a énormément de choses, à commencer par les coques de portables, qui peuvent être fabriquées en France au même prix qu'en Chine, puisque c'est l'imprimante qui les fabrique. Donc, c'est plus le moule avec le gars qui fait son truc, qui verse, machin, c'est fini tout ça. Donc, les robots, ici ou là-bas, c'est les mêmes. Et ça tombe bien, on a des super ingénieurs et on a des écoles d'informatique pleines à craquer de gens qui demandent qu'à opérer ces robots. À les fabriquer, voilà. Donc oui, et il faut en fait, l'économie, c'est un déséquilibre permanent qui fait passer d'un équilibre apparent à un autre équilibre apparent. Mais c'est tout le temps en mouvement, c'est une espèce de vortex. Il n'y a pas de stabilité, quoi. Donc vous allez toucher à quelque chose, ça va toucher à autre chose, et de fil en aiguille, vous allez arriver à un autre équilibre. C'est pas grave que les prix montent si les salaires montent avec. C'est pas grave que les prix montent de 20% si les salaires montent de 30%. Au contraire, si en plus ça permet de réindustrialiser la France, que ça fait des emplois en France, du coup des cotisations en plus, des dépenses publiques en moins, qu'à la fin ça permet de baisser les impôts pour faire monter le pouvoir d'achat de produits achetés en France, vous avez relancé ce qu'on appelle un cercle vertueux. Il y a par exemple le projet d'un Internet souverain. Est-ce que la France, souveraine certes, mais isolée, a une taille critique suffisante? Pourquoi isolée? Je termine. Vas-y. Est-ce que la France souveraine a une taille critique suffisante pour mettre en place un Internet souverain, par exemple? Alors oui, de plein de manières. On a la taille critique en termes financiers, c'est-à-dire que c'est à notre portée, financièrement, de nous payer ça. On a la taille critique en termes de matière grise, puisqu'on a les ingénieurs qu'il faut pour créer ça. On a la taille critique en termes d'entreprise, puisque entre ST, microélectronique, Atos, Arcos, OVH, on a beaucoup de très grosses boîtes de l'IT, comme on dit, qui ont du savoir-faire. C'est plutôt au niveau du marché, en l'occurrence. Que EDF c'est construit comme ça. EDF n'a pas été créé du jour au lendemain. EDF, c'est 1500 centrales privées, rachetées progressivement et accolées sous une même marque,
jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus des privés. C'est ça la planification, c'est le plan. Le commissariat au plan, il sert à ça. Il sert à créer des... Alors, on reste sur l'échec de Bull. Le plan calcul. On dit, voilà, la France n'est pas capable de faire des ordinateurs. On a essayé, ça s'appelait Bull, on a foiré. Non, on a foiré. Dans le chat, on nous parle même du projet du Minitel. Est-ce que c'était pas ça? Mais le Minitel, c'était hyper précurseur. La France précurseur de l'Internet. Donc oui, on a largement la taille critique. Et géographiquement, on a la taille critique, puisqu'on est présent sur tous les continents. Et que donc, notre espace cybernétique, il est sur toute la planète. Et donc, si on commence à avoir des tuyaux souverains qui vont d'un point à un autre de la France, de la grande France, tout ce qui se trouve au milieu, on se retrouve dans la situation des Américains aujourd'hui. Aujourd'hui, le seul Internet souverain français, le seul Internet souverain qui existe, à part le russe qui est en train d'être mis en place et le chinois qui a été implémenté, c'est l'américain en fait. Donc si vous ne voulez pas d'Internet souverain français, vous vous contentez de l'Internet souverain américain, qui peut surveiller n'importe quoi, qui peut, avec le système GPS, traquer tous vos déplacements, qui peut lire vos emails. Il y a des backdoors dans tout, jusque dans les Windows du ministère de l'économie, du ministère de la Défense et des Affaires étrangères. C'est le système GPS qui équipe tous les véhicules militaires français, donc il suffit d'être américain pour savoir où se situe n'importe quel véhicule militaire français à un instant T, puisque Galiléo, essaye de marcher, mais c'est pas terrible. Donc oui, de la souveraineté numérique, c'est l'enjeu du prochain siècle, voire du prochain millénaire. Est-ce qu'on a envie d'être sous la coupe des GAFAM ad vitam aeternam? Est-ce qu'on a envie que ça termine en reconnaissance faciale et système de crédit social à la chinoise? Je ne crois pas. Il y a une question qui revient quand même beaucoup dans le chat, c'est est-ce qu'on arrivera à être aussi performant et aussi attrayant finalement et à convaincre les consommateurs de se tourner vers le Made in France, vers l'Internet souverain Alors, le Made in France et l'Internet souverain, c'est deux choses différentes. Le Made in France, ça va être des produits, si vous les trouvez mieux, vous les achetez. Si le supplément de coût est justifié par la qualité du produit ou par sa durée de vie, très bien, vous achèterez ça. Ou par l'emploi de votre beau-frère, parce qu'au final, c'est ça. L'Internet souverain français, c'est autre chose, vous n'aurez pas le choix de l'utiliser. Les tuyaux seront français, les serveurs, les routeurs, les points nodaux seront français, les processeurs de ces trucs-là seront français, et du coup, personne ne pourra espionner l'Internet français. Enfin, aucun étranger ne pourra espionner l'Internet français, ne pourra faire la loi sur l'Internet français, ne pourra censurer sur l'Internet français, et ainsi de suite. Ok. Dans le programme... Mais après, juste pour finir, vous achèterez toujours un ordinateur Hewlett-Packard ou Dell ou Lenovo, ça ne change rien si vous voulez acheter un ordinateur. Dans le programme, vous affichez une ambition de croissance de l'ordre de 2 à 2,5% par an. Là, il y a la COP26 qui s'est ouverte en début de semaine. Est-ce que c'est compatible avec les enjeux environnementaux à l'heure actuelle d'entamer un vaste programme de réindustrialisation, de relancement, de remise en marche de toute l'économie. Les enjeux environnementaux sont planétaires. Pendant que la France ferme une usine, la Chine en ouvre 10. Donc si au lieu de fermer une usine chaque jour, la France en ouvre une chaque jour, la France continuera d'être un des pays les moins contributeurs en CO2 de la planète. Ce qui fait sa fierté, c'est très bien comme ça. Donc, je vois où vous voulez en venir, des arguments contre la réindustrialisation qui sont des arguments écologistes, pseudo-écologistes, puisque c'est bien d'avoir un air pur, mais s'il n'y a pas d'emploi, s'il n'y a pas de boulot, s'il n'y a rien à mettre dans l'assiette des gamins, c'est quand même pas terrible. Voilà, donc il y a des priorités. Moi, je suis gilet jaune. C'est la fin du mois. Et la fin du mois est plus urgente que la fin du monde, puisque la fin du mois, c'est à la fin du mois. La fin du monde, c'est pas quand c'est. Voilà. Et je vais peut-être paraître un peu iconoclaste, mais ceux qui, au début, Club de Rome, 72, ceux qui en 72 nous disaient que c'était foutu au début des années 90, avaient tort, pilori. Ceux qui, au début des années 90, GIEC, nous disaient que c'était foutu en 2010. Qu'on aurait fois X, plus de banquise, c'est écrit noir sur blanc, avaient tort. Ceux qui en 2010 nous expliquaient qu'en 2030 c'était foutu,
Bah là, on est en 2022, bientôt, on voit bien que ça va pas être foutu en 2030. Alors on nous explique qu'en 2040, où Bordeaux sera sous l'eau. Bah rendez-vous en 2040. Est-ce que ceux qui ont dit ça se jetteront dans la Garonne, si jamais Bordeaux n'est pas sous l'eau? Est-ce qu'on s'en souviendra? Est-ce qu'on leur rappellera qu'ils nous ont mis en bateau? Pas sûr. Donc, non, la fin du mois d'abord. Ok. On est quasiment au bout de l'interview. On a un exercice qui est très cadré par souci d'équité entre les candidats. Alors moi j'ai une question du coup. Est-ce qu'il y a un sujet important qu'on n'a pas abordé avec vous? Nous, on a toujours un sujet en réserve qui est la question des médias. Mais est-ce qu'il y a un sujet important que vous auriez voulu aborder et qu'on n'a pas eu l'occasion d'aborder? On a plein de choses sur, j'incite les gens donc, à aller sur laconcorcetoyenne2022.fr et à lire entre autres le programme agroécologie. On parle beaucoup d'écologie, mais alors de véritable écologie au sens propre et bien terrien du terme. D'aller lire le programme, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais monnaie, dette, finance, parce qu'il y a tous les détails nécessaires. Sur la fiscalité, on est très fiers de notre micro-taxe sur les transactions financières, qui nous permet de supprimer la CSG et la CRDS. On n'a pas eu l'occasion d'aborder, mais effectivement, il y a la question du financement un peu du On programme. n'a pas le temps de rentrer dans tous ces détails-là. Juste que ceux qui nous regardent sachent que tout n'est pas encore en ligne, parce qu'on n'est pas pressé. Pour le moment, on est les seuls à avoir balancé au moins 150 pages de programme. Il en reste une cinquantaine. Ça arrive, ne vous inquiétez pas. Il y a le programme en bref sur le site qui dit déjà beaucoup de choses. Mais pour les thèmes détaillés, il y en a 12 sur 20 pour le moment. Le 20e sera le budget, donc vraiment avec tous les détails. Je mets le lien vers la Concorde citoyenne 2022 et le programme en bref justement dans le chat pour ceux qui sont curieux et qui veulent le découvrir. Merci beaucoup. Et après, du coup, je suis totalement disponible pour parler des médias. Ok, c'est peut-être un bon sujet de conclusion, c'est un sujet qui nous intéresse particulièrement. Et en plus, chose atypique suffisamment pour être souligné, c'est qu'il y a un point important de votre programme, en tout cas du programme en bref dessus, c'est la question de la concentration des médias. Là, il y a une actualité médiatique un peu particulière en ce moment. Il y a beaucoup d'observateurs qui soulignent le problème que génère la concentration des médias. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les médias en France sont détenus par peu de personnes. Une dizaine. Une grosse dizaine de personnes ou de familles ou de groupes constitués. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur vos propositions et pourquoi c'est un enjeu majeur? Parce que dans les 16 propositions de programme en bref, ça vient dans ces propositions. Pourquoi c'est crucial selon vous? Alors, les médias, la question des médias est présente à tous les niveaux. On parlait du RIC tout à l'heure. À quoi ça sert de faire des RIC si les médias ne jouent pas le jeu? Si c'est comme en 2005 où sur tous les plateaux vous avez que des partisans du oui et quasiment pas de partisans du non, ou qui sont tournés en dérision, ou qui en a 1 versus 4 ou 5, ou bon, comme c'est l'habitude sur les émissions de France 5 ou autre émission dans le genre, ou une opinion qui représente peut-être 30, 40, 50% des Français et une fois de temps en temps représenté par un type, si possible pas crédible. Ce qui manque vraiment, c'est du pluralisme. Tout le reste n'est qu'une manière d'obtenir du pluralisme, y compris la concentration. Si on avait les propriétaires de médias actuels, mais qu'on avait une presse en bonne santé qui donne vraiment la parole à tout le monde et qui donne sa chance à tous les courants d'idées, on ne se poserait même pas la question de savoir quel milliardaire possède quoi, parce qu'ils feraient leur boulot. C'est parce qu'ils ne font pas leur boulot qu'il y a un problème, c'est parce qu'on voit qu'ils reprennent les versions du gouvernement sur à peu près tout, alors le Covid, alors l'élection de Macron, tous unanimes, alors là maintenant c'est Zemmour, ils parlent tous de Zemmour en même temps en expliquant qu'il ne faut pas en parler et que c'est parce qu'il ne faut pas en parler qu'ils en parlent. Ils se rendent parfaitement compte de ce qu'ils font, parfaitement. Donc il faut résoudre... Ça c'est un sujet, c'est-à-dire que selon vous, c'est à dessein. Il y en a qui disent que c'est parce qu'il y a une exigence, c'est de faire de l'audience et que le sujet qui intéresse, c'est Éric Zemmour. Selon vous, non, c'est l'inverse. Il y a des deux. Évidemment, il donne aux gens ce que les gens ont envie d'entendre. Ok, mais... Ce qui pose aussi la question du modèle de financement des médias. Alors justement, on va en parler. Mais donner aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, pourquoi pas quand c'est dans des proportions raisonnables et qu'à côté on leur dit, comme vous le faites dans cet excellent journal, pour et contre. Voilà. Bon, revue de presse, qui pense pour, qui pense contre, de manière assez équitable. Là, c'est pas le cas du tout. Il y a une pensée unique. C'est une tarte à la crème de dire ça, mais dès que vous en sortez, alors en théorie des médias, on a parlé du donut. Il y a le centre le trou du milieu, c'est les petits oiseaux, la maternité. Le donut, c'est ce dont vous avez le droit de parler. Puis l'extérieur, vous n'avez pas le droit. C'est impossible. Vous sortir de l'Europe, hors du donut. Puis des fois, le donut grossit, il absorbe
des domaines dont on n'avait pas le droit de parler avant, et bon, des fois ils rétrécissent, ou Macron il a tendance à rétrécir. Bon. Mais objectif number one, le pluralisme. Et comment on fait ça? Comment on Alors, assure une vraie équité Comment on fait et ça? du pluralisme dans les Comment médias? on fait ça? Déjà, on l'impose, c'est-à-dire on a un service public avec plein de chaînes de radio, plein de chaînes de télé, que les Français regardent ou pas. Nous, ce qu'on propose, c'est de prendre une chaîne de radio, une chaîne de télé. Par exemple, France 3 ou France 5, et France Inter ou France Inter, ou France Inter, ça leur fera les pieds. Et on dit, voilà, c'est fini, les grilles telles que vous les connaissez, c'est terminé. Maintenant, vous êtes télépluraliste, radio-pluraliste. C'est-à-dire que les règles du CSA, un mois avant l'élection, s'appliquent à vous toute l'année. Comme on va faire des référendums, on en propose 10, nos 10 plus grosses mesures, on veut les faire valider directement par les Français, qu'il y aura des RIC. En fait, il y aura des votes un peu tout le temps. Du coup, ces chaînes-là seront dédiées à la vie politique de manière pluraliste, avec des temps de parole vraiment très stricts, mais en continu, donc du coup, il y aura beaucoup de volume. Il y aura des émissions spéciales pour les nouveaux, quitte à ce qu'ils soient tirés au sort, mais en gros, oui, c'est sûr, vous créez un parti, comme nous on fait là avec la Concorde citoyenne, on galère pour se faire connaître, c'est le rôle de la télé de dire, pas de juger si on est sérieux ou pas, mais de nous donner du temps de parole. Alors ça, c'est un volet important sur les chaînes publiques. Ça n'empêchera pas d'avoir une absence totale de pluralisme sur ce qui fait l'essentiel de l'audience aujourd'hui, c'est-à-dire les médias privés. Alors justement, mais pour le moment, il n'y a pas ça, donc il n'y a pas d'élément de comparaison. Donc quand on regarde BFM, un plateau, on se dit, bon, c'est un peu pluraliste. Mais quand on verra TV pluralisme à côté, non, on comprendra tout de suite. Là, le contraste, il sera trop énorme. Voilà. Donc ça poussera les autres chaînes au pluralisme, mais nous, on n'est pas des dirigistes, on n'est pas des autoritaires. La propriété privée reste la propriété privée. C'est pas l'État qui est propriétaire de la chaîne. Le directeur de la chaîne, il fait ce qu'il veut de sa chaîne. C'est normal, les Français regardent ou pas. Après, l'État décide l'attribution des canaux et des fréquences, où là, effectivement, s'il y a trop de fake news, trop de mensonges, trop de manipulations, pas assez de pluralisme, on peut éventuellement faire une petite menace en passant. Mais ça se ferait autrement. Aujourd'hui, n'importe qui, si possible avec beaucoup d'argent, peut posséder un quotidien, un hebdomadaire, un mensuel et autant de télé de radio qu'il veut. Ça, c'est la règle aujourd'hui. Vous m'arrêtez si je me trompe. Nous, l'idée, c'est de dire, voilà, tu peux rester milliardaire, c'est bon, mais tu ne posséderas qu'un média. Une radio, une télé. Alors, on va me dire, il y a les groupes de presse, comme Bertelsmann, par exemple. Ça, c'est un groupe de presse. C'est un cas qu'on peut traiter à part, parce que les groupes de presse, c'est pas mauvais. À l'époque du groupe R100, le Figaro était beaucoup plus lisible qu'aujourd'hui. Et c'était un groupe à peu près sérieux, où il n'y avait pas erreur sur la... On savait que c'était la droite. S'il y avait le même groupe de presse de gauche en face et que le pluralisme était assuré, le problème ne se situait pas à ce niveau-là. Le problème, il s'est situé que bon... Enfin bref. Donc, un média par personne. Donc vous limitez pas la capacité plus. de détenir des médias par personne. Voilà, ça déjà, c'est voilà. contre la concentration. Et ensuite, il faut renouveler la presse écrite. Parce que c'est de là que tout part, en fait. Les BFM et compagnie ne font que commenter ce qui a été écrit la journée dans la presse écrite. Il faut insuffler un nouveau souffle dans la presse écrite qui aujourd'hui est sous perfusion de deux manières, l'abattement fiscal des journalistes et l'aide à la presse, l'aide directe à la presse. Donc il y a l'aide directe, l'aide indirecte, il y a 800 millions d'aides indirectes via des baisses d'impôts, un peu la tête du client, et il y a 800 millions d'aides directes votées par le Parlement, pareil à la tête du client. Donc, en fait, ça me dérange un peu par rapport au temps, mais là il y a pas mal de... Il y a la publicité aussi, qui joue un énorme rôle. La publicité, tout à fait. Alors oui, ça c'est... Ils sont dépendants de plein de choses. Ils sont dépendants de leurs lecteurs, mais pas assez. Ils sont dépendants du gouvernement, enfin des parlementaires qui votent ou pas leur aide directe, et ils sont dépendants des annonceurs. Nous, ce qu'on propose, c'est que le 1,6 milliard d'aide directe à la presse soit donné par les Français eux-mêmes. C'est-à-dire que tous les Français vont sur impôts.gouv.fr en avril pour déclarer leurs revenus, en novembre pour payer leur taxe d'habitation. Tout le monde. Donc 2 fois par an à 6 mois d'intervalle, vous déclarez à quel journal vous donnez votre part d'aide à la presse. 1,6 milliard divisé par 47 millions. Ça se rapproche de la proposition de Julia Cagé qui propose effectivement
d'avoir un montant que chaque citoyen pourrait allouer. Et un montant qui ne dépend pas des impôts que vous payez, évidemment. C'est pas parce que vous êtes riche que vous allez donner beaucoup. Oui, effectivement, qui serait un montant fixe, c'est ce qu'elle ça. propose, qui est une sorte de, comment on appelle ça, de souscription, pas de souscription, mais de... C'est comme un abonnement, mais pour la télé. Mais ça reste anonyme, ça vous abonne pas pour autant au journal, ça reste anonyme. Non, mais c'est un montant qu'on peut décider librement. Qu'est-ce qui se passerait concrètement? Libé meurt dans la minute parce que personne ne lit ce torchon. Le Monde. On vous laisse propriétaire. J'assume. De toute façon, ils feront jamais rien sur moi et ce serait mauvais signe. S'ils disaient du bien de moi. Donc, Le Monde, Le Figaro s'en sortirait à peu près. Le Monde diplomatique, qui aujourd'hui a 0 subvention, se retrouverait avec des millions, pourrait baisser son prix de 3-4 euros à 1-2 euros. Il y a plein de canards. Les meilleurs canards auraient plus d'argent qu'aujourd'hui et donc seraient moins dépendants des annonceurs. Et ça pourrait commencer à toucher des subs. Les fans pourraient immédiatement commencer à vous donner des subs. Voilà, le petit sourire en coin là, c'est bien. Donc, et au moins on arrêterait de dire chaque année, oh regardez, ils ont sauvé l'humanité. C'est peut-être pour ça que l'humanité défonce pas vraiment le gouvernement. Pas faux. Alors que si on faisait notre système, ou celui de Julia Cagé, tous les vieux cocos donneraient leur contribution à l'humanité, qui d'un seul coup n'auraient plus besoin d'aide et auraient presque plus besoin de pub. Et par exemple, assez rapidement, le modèle du canard enchaîné qui fonctionne sous forme de coopérative, c'est pas quelque chose qui vous inspire? Parce que finalement, la racine du problème, c'est quand même celle de la propriété. En fait, quand le Washington Post a été racheté par Jeff Bezos, donc le patron d'Amazon, le premier éditorial de l'équipe disait « Nous connaissons suffisamment le capitalisme pour savoir que la propriété n'est pas différente du contrôle ». Et donc en fait, c'est celle-là aussi la question fondamentale, c'est qui détient le média, et ce serait pas finalement l'idéal que les médias appartiennent à leurs journalistes? Alors moi j'ai une vision un peu anglo-saxonne là-dessus, j'avoue. Les anglo-saxons savent faire la différence entre l'objectif et l'opinion. Quand ils sont dans les rubriques objectives, ils le sont vraiment. Quand ils sont dans les rubriques opinion, ils le sont vraiment. En France, ça n'existe pas, ça. Tout se prétend objectif, alors qu'en fait, tout n'est que de l'opinion. Moi, j'aimerais vraiment qu'on ait plus de simplicité, plus de transparence là-dessus. Moi, ça ne me dérange pas qu'un milliardaire d'extrême gauche possède un canard d'extrême gauche dans lequel tout le monde a le couteau entre les dents. Ça ne me dérange pas du tout. C'est son droit le plus strict, c'est normal. Et s'il y a des gens qui veulent lire ça, mais ils le lisent. Et s'il veut que ce soit une SA plutôt qu'une coopérative, c'est son problème. Si des journalistes très motivés, très entreprenants veulent créer une coopérative, eh ben c'est très bien. Le seul juge de paix, c'est la qualité du journal. Et est-ce que les Français cliqueront sur ce journal-là en avril et en novembre quand ils iront sur impôts.gouv? Ce sera ça. Ou est-ce qu'ils l'achèteront en kiosque? C'est ça le seul juge de paix. On ne peut pas forcer tout le monde à être en coopérative parce que c'est mieux. À un moment donné, il y a toujours besoin d'argent, coopérative ou pas coopérative. Et là, à ce moment-là, vous appelez quelqu'un qui en a, et ça y est, ça commence. Vous mettez le doigt dans l'engrenage, et en fait, le problème n'est pas là. Le problème, c'est est-ce que les gens ont envie de lire? Et moi, je connais des gens, des bons gros capitalistes, c'est le journal de Dassault, pourrait y avoir écrit Dassault, là, en énorme, sponsorisé par Dassault, il le lirait encore plus. Il dirait, ce type pense comme moi, c'est génial, donnez-moi encore plus. Donc l'objectivité, la vraie, moi ça j'y crois pas. J'y crois pas, je préfère des subjectivités qui s'assument et qui s'affrontent. Et l'objectif du système est de mettre en scène, c'est une mise en scène des conflits, mise en scène de ces subjectivités qui s'affrontent avec du pluralisme. Très bien. Voilà. Très clair. Bon, il y a plein d'autres sujets à aborder, malheureusement. Oui. Le temps est limité, mais en tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Merci à vous. Je rappelle, on était avec Fabrice Grimal qui nous présentait du coup, ou en tout cas une partie de son programme pour 2022, qui aura, j'imagine, l'occasion de vous représenter dans d'autres occasions. Sylvain, un mot de conclusion? Oui, écoutez, pour suivre Le Pluraliste, vous pouvez vous rendre sur notre site internet. Voilà, dernièrement, on a retracé toute l'histoire du fonctionnement des parrainages pour l'élection présidentielle, donc le gros enjeu du moment. Et puis vous pouvez nous soutenir sur notre page Tipeee ou directement sur notre site internet. Voilà.
Voilà, merci beaucoup Twitch. On se retrouve nous du coup plus tard vendredi matin pour la grâce matinale, donc la revue d'actu de la semaine. N'oubliez pas de rejoindre le Discord pour poser vos questions, de souscrire à la chaîne et bien sûr de vous abonner à la version papier, qu'on puisse assurer encore une forme de pluralisme dans les médias. Fabrice Grimal, merci encore. Merci à vous. Merci. Merci d'être venu partager avec vous nos idées et merci au chat pour sa participation active et à très bientôt. Bonne soirée.